Bonjour Jean-Claude Guinozzi. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le président du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, c'est le CEL. Vous êtes aussi d'ailleurs au passage l'un des directeurs de Microsoft France. Alors avant de parler de ce fameux Paris Games Week, c'est quoi? C'est qui fait partie du CEL? C'est quoi ce syndicat? Ça regroupe l'ensemble des éditeurs, constructeurs de technologies liées aux jeux vidéo. Donc ça regroupe des entreprises aussi variées que Nintendo, Sony, Electronic Arts, Ubisoft. Donc des acteurs qui représentent une part majeure de l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Alors je disais, c'est la 7e édition du Paris Games Week. C'est vraiment un des rendez-vous majeurs, incontournables du jeu vidéo dans le monde? Oui, c'est le rassemblement et la fête du jeu vidéo annuel en France qui se situe toujours à peu près à la même période lors des vacances scolaires de la Toussaint. Alors le jeu vidéo, il faut le rappeler aux plus anciens parmi nous, il a 40 ans, plus de 40 ans, ça a commencé dans les années 70. Absolument. Alors la première console, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé qu'elle s'appelait Odyssey. Oui, c'était je crois qu'on en a une photo, c'est une console qui a été commercialisée en 72. Alors là, c'est vraiment c'est la préhistoire de la console. Alors après, il y a eu, on va citer quelques-uns quand même pour rafraîchir la mémoire, c'est Atari. Absolument, ça, Atari. Une des premières, je crois que la voilà, Atari, oui. Super photo, oui. Alors puis il y a la fameuse Game Boy, évidemment, qui a fait un des plus gros cartons mondiaux. Console portable. Voilà, c'est Nintendo. Alors après, il y a eu la PlayStation aussi, qui continue à avoir... Console de salon, voilà, qui continue, une marque très forte, évidemment. Alors ça, c'est la Xbox, je crois Non, c'était la PlayStation 2. Ça, c'est la PlayStation 2, d'accord. Ça, c'est la 3. On est toujours chez Sony. Alors, je vous laisse commenter parce que vous êtes plus fort que moi. Je vous en prie, la PlayStation 4. Là, on passe toutes les générations de PlayStation. Sony, voilà, la Xbox, donc... là, on revient un petit peu en arrière. Exact, on revient un peu en arrière, voilà. Il y a 3 générations de consoles. Là, on repart chez Nintendo avec la Nintendo DS. Et après, la 3DS. Voilà. Et puis il y a la Wii aussi, ça on ne l'a pas encore vu, mais ça vous permettait de jouer au tennis dans votre salon. Exactement, c'était un mode de jeu un peu différent des précédentes consoles. Oui, alors c'est quoi l'avenir du jeu vidéo aujourd'hui? C'est les tablettes tactiles, j'ai vu qu'il y avait des tablettes tactiles. Alors évidemment il y a la réalité virtuelle avec les casques, comment on dit, les casques de réalité augmentée. Réalité virtuelle et réalité augmentée qui sont 2 choses différentes. L'avenir du jeu vidéo est en fait... c'est un hybride entre le développement de contenu, de produits culturels, que sont les jeux, et la technologie. Et cet hybride évolue systématiquement avec la technologie qui souvent naît des créateurs du jeu vidéo. On a évidemment la réalité virtuelle qui est née avant tout par le jeu vidéo pour le jeu vidéo et qui est en train de s'étendre à d'autres activités immersives. On a des technologies liées à capteurs de mouvement qui sont nés dans le jeu vidéo avant de passer sur d'autres industries. Donc le jeu vidéo a toujours été un créateur technologique et de contenu. Donc ça lui permet d'être systématiquement en mouvement et de mettre entre les mains du public de nouvelles expériences immersives. J'ai l'impression que c'est de plus en plus technologique en fait. Ça a toujours été très technologique, mais aujourd'hui peut-être que le jeu vidéo met au point des technologies qui rentrent plus rapidement dans le grand public ou dans l'industrie. Des casques de réalité augmentée comme HoloLens chez Microsoft passent dans le on va dire le business to business, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise, et étant aussi né dans le jeu vidéo. Donc on a cette hybridation et cette capacité à innover, à créer en permanence du monde du jeu vidéo. Alors vous avez parlé de prononcer le mot de business, c'est devenu un vrai business le jeu vidéo. C'est devenu un pan vraiment de l'économie. C'est exactement un pan de l'activité économique. C'est le deuxième, je dirais, par ordre d'importance et de chiffre d'affaires, secteur culturel en France derrière le livre. On devrait avoir un chiffre d'affaires... Donc, je vous arrête. Derrière le livre, ça veut dire avant le cinéma. Avant le cinéma, avec la production télévisuelle et loin devant la musique. On sait combien de Français, par exemple, on ne peut pas parler au niveau du monde, mais combien de Français jouent avec des jeux vidéo? Absolument. Donc, connaissant la base qui est la population française, 70% de la population française joue occasionnellement aux jeux vidéo et plus de 52% jouent fréquemment, c'est-à-dire au moins 2 fois par mois, 1 fois par semaine. Et lorsqu'on est sur des populations de moins de 25 ans, on est quasiment à 90%
de la population qui joue fréquemment. Alors on joue différemment. On peut jouer justement sur une tablette, un téléphone portable ou un smartphone, sur un PC. On peut jouer sur sa console, devant son écran de télé. Sur tous les supports, en fait, sur tous les supports. Donc il y a une grande ubiquité des supports déjà. Et on joue à tout moment. On peut jouer seul ou à plusieurs. On peut jouer seul ou à plusieurs. On peut jouer, je dirais, en équipe. On peut jouer sur les réseaux. Et aujourd'hui, la grande innovation aussi, au-delà de la technologie des machines ou des consoles, c'est la révolution des plateformes de jeux. C'est-à-dire, comme on a des plateformes pour les réseaux sociaux, que l'on connaît, les YouTube, etc., ou les Twitter, dans le jeu vidéo, on a des plateformes technologiques qui permettent justement de jouer, d'échanger et de se retrouver à plusieurs ou à des milliers en train de jouer à un jeu, voire de regarder certaines équipes professionnelles ou amateurs jouer en échange. C'est le e-sport. Voilà, vous me tendez la perche, parce qu'il y a aussi un développement du digital dans le sport. On va regarder un sujet, parce qu'on peut jouer avec les plus grands sportifs mondiaux via son ordinateur, sa tablette ou sa console. On appelle ça l'e-sport, le sport électronique. On va voir un exemple dans le milieu du football, justement, avec le Paris Saint-Germain, un reportage de Bastien Bory et Guillaume Gouet. Regardez. 20 millions d'euros investis et une promesse, celle de gagner tous les matchs de jeux vidéo. Pour cela, le Paris Saint-Germain a présenté ses nouvelles recrues en grande pompe. Vous savez qu'en Asie, c'est déjà le cas, c'est quasiment une discipline olympique. Il est évident, on sent bien qu'à un terme, ça va le devenir. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement, il y a un tel business, il y a une telle pratique. On parle quand même de plusieurs centaines de millions de joueurs aujourd'hui dans le monde entier. Donc ces choses-là doivent être encadrées. Ne serait-ce que pouvoir tout simplement, à terme, jouer à jeu égal, sans jeu de mots, avec les disciplines traditionnelles du sport. Grâce à la loi pour une république numérique adoptée le 8 octobre dernier, les joueurs ont maintenant des contrats de travail. Exit donc l'image de l'ado qui joue au lieu de faire ses devoirs. Aujourd'hui, le marché est évalué à 600 millions d'euros par an. Il se structure. Et pour s'en rendre compte, direction Monaco, où l'entreprise Monaco eSports agit comme un véritable centre de formation de joueurs. La seule option que nous avons aujourd'hui, c'est de faire du scouting. Donc en fait, c'est repérer les pépites de demain, avant qu'ils entrent sur le marché professionnel. Donc c'est ce qu'on a fait avec redworldgaming.com. Donc c'est notre équipe, notre structure semi-professionnelle dans lequel évoluent des line-up sur plusieurs jeux vidéo. Et le jour où ils arrivent dans des compétitions nationales, européennes et internationales, on les fait basculer sur notre entité professionnelle. Donc on ne va pas acheter des joueurs, mais on va les aider à arriver au marché professionnel. Le salaire des joueurs, le montant des transferts, les retombées, tout cela va exploser en 2017, car les droits télé vont entrer dans l'arène. Alors on l'a vu, ça attire un monde énorme. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Chaque joueur a un écran, il joue en équipe avec le même programme. Comment ça se passe? En fait, pour faire une comparaison par rapport au sport traditionnel où on joue avec certaines règles, avec un ballon rond ou un ballon ovale, eh bien, dans l'e-sport, on va jouer avec un certain type de jeu. Donc ça peut être un jeu de sport qui est une reproduction d'une simulation sportive, ça peut être FIFA, ou bien des jeux d'action, des jeux d'aventure, des simulations. Donc il y a différentes typologies de jeux et il y a des spécialistes et des professionnels sur chaque catégorie de jeu. Et c'est une des différences avec le sport traditionnel. Et ce sont des équipes qui s'affrontent. Oui, parce que là, ça a l'air un sport individuel. Ils sont chacun derrière leur écran. C'est comment non, se ils fait jouent la en connexion? équipe. Ils jouent en équipe. Ils sont côte à côte, 5-6, et ils affrontent une autre équipe qui est dans la même salle et où il y a des milliers de personnes qui peuvent être dans l'assistance dans une arena, qui est un stade, comme on peut regarder un match de foot ou un match de tennis. C'est le Roland-Garros en fait, de l'e-sport, peut être Bercy également, sur une finale qui s'appelle Call of Duty, par exemple. Et vous avez en même temps cette même compétition qui est diffusée sur des différents canaux qui traditionnellement étaient des canaux spécialisés comme Twitch qui appartient à Amazon, où vous avez des milliers, voire des millions de gens qui regardent la compétition et qui vont en même temps faire des commentaires parce qu'il y a une interactivité dans le jeu vidéo qui est évidente et qui vont chatter, avoir des commentaires. C'est un univers incroyable. On a l'impression qu'avant jouer, c'était un hobby, ça devient un métier.
C'est un hobby, c'est un divertissement, c'est aussi un métier. Ouais. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. En jouant sur du e-sport. Je pense que un des joueurs professionnels les mieux rémunérés au monde, qui est coréen, gagne plus que Nadal sur sa saison. D'accord. Donc c'est des millions de dollars par an. Des millions de dollars, soit en jeu, c'est-à-dire les prix qu'il gagne sur une compétition, soit en sponsoring. En quelques mots, qui domine le marché aujourd'hui? C'est les Américains, les Russes et un peu les Français, les Russes, les Japonais, pardon. Alors non, c'est plutôt sur le e-sport spécifiquement, c'est les Asiatiques, les Coréens sont très forts, c'est un sport national depuis une vingtaine d'années, et ils ont des chaînes dédiées. Et d'une manière plus... Les Américains, très forts, et historiquement l'Europe du Nord, et maintenant aussi la France qui rattrape son retard avec des joueurs professionnels de haut niveau. D'accord. Mais il y a encore... Mais au-delà du e-sport, d'une manière générale, pour les jeux vidéo... Alors, pour le jeu vidéo, qui est la catégorie reine, puisque le e-sport est un mode de jeu, un mode d'utilisation, une pratique du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un marché qui est beaucoup plus important, puisque c'est un marché de plus de 200 milliards. Dans la conception des jeux, oui, tout à fait. Les Français sont bons. Les Français sont bons. On a un champion international qui est bien connu, qui est Ubisoft, évidemment, mais il n'y a pas seulement Ubisoft. Il y a des entreprises comme Focus Home Interactive qui sont cotées en France et qui sont en train de se développer à l'international. On a un certain nombre de champions de taille internationale, mais on a aussi énormément de PME, de TPE qui créent tous les jours, avec la richesse et la French Touch, comme on a pu appeler sur d'autres industries culturelles, notre métier culturel, où on a évidemment une écriture française qui est reconnue à travers le monde. On est très fort pour les jeux d'aventure. C'est le cas de Ubisoft avec leur licence Assassin's Creed, qui est reconnue dans le monde et qui fait une différence et qui porte haut les couleurs de la France. Merci Jean-Claude Guinozzi et bon Paris Games Week. Alors, merci. Puisque ça dure encore quelques jours. Jusqu'à lundi soir. Merci beaucoup. Merci de venir sur le plateau du 64 minutes.